Bonsoir à tous, bienvenue dans Info Politique. Le 26 mai, la France et l'Europe votent. On va renouveler le Parlement. La question c'est aujourd'hui, ça va être un vote anti-Macron? Est-ce que ce sera un vote pour l'Europe? Le débat est ouvert, il y a quand même beaucoup de listes qui sont en course. Qu'est-ce que ça va donner? D'abord, qu'est-ce que c'est l'Europe quand on est en métropole et qu'est-ce que c'est l'Europe quand on est à La Réunion? Ces questions, on va les poser à nos invités. On va commencer par Jean-Philippe Ayette, qui est consultant. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Dimitri Rangamapetchi, donc délégué LR de la 7e circonscription. Bonsoir. Bonsoir. Et Vincent Defaux, Génération Écologie. La question, c'est, j'allais dire, bonsoir. Il y a Delphine Bateau, la patronne donc. Oui, donc Delphine Bateau est candidate à ces élections européennes, donc le 26 mai. Mais Delphine Bateau, étant donné qu'elle est déjà députée nationale, donc elle a souhaité ne pas être en position éligible et elle est à l'avant-dernière place sur la liste donc, de Dominique Bourg, qui est la liste d'urgence de l'urgence écologie. Urgence écologie, une des listes, donc des 33 listes qui se présentent à ces élections. Et donc on a un programme qui montre que justement l'écologie, nous sommes dans une situation d'urgence absolue et c'est la seule liste, à mon sens, et à notre sens, à Génération Écologie, qui donc justement porte les aspirations pour un changement radical de notre façon de nous comporter. Et aujourd'hui, je mène campagne pour cette liste. Il y a aussi les chiffres actuellement qui sont alarmants. On voit que de nombreuses espèces sont menacées d'extinction. On voit qu'on parle de la désertification. On dit que toutes les minutes, plusieurs stades de football en termes de déforestation les forêts sont donc mis à sac. Est-ce que ces chiffres-là sont donnés parce que ça donne un petit coup de pouce aux écologistes ou bien c'est une réalité? Alors le problème effectivement, c'est que depuis plus de 30 ans, régulièrement, des conférences internationales sont organisées, des rapports sortent. Ce week-end, je crois qu'il y a eu la G7 à Metz, justement, sur l'environnement. Le G7 des ministres de l'environnement ou de l'écologie. Mais ce qui nous inquiète le plus, et c'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme, c'est que malgré tous ces rapports, malgré ces grandes conférences, malgré ces bons mots, souvenez-vous de Jacques Chirac, notre maison brûle mais nous regardons ailleurs, malgré les accords de Paris de la COP 21, enfin, bref, tous les rapports que vous citez tout à l'heure, le rapport sur la biodiversité qui montre qu'effectivement que nous sommes dans un stade d'effondrement, c'est-à-dire que de nombreuses espèces vivantes, donc que ce soit la faune ou la flore, diminuent, disparaissent. Et c'est pas que les grands animaux d'Afrique, c'est aussi donc comme le rhinocéros ou les éléphants, c'est aussi tout simplement les insectes qui disparaissent. Par exemple, les abeilles, effectivement, qui sont des agents, des vecteurs extrêmement importants pour l'agriculture et donc pour notre alimentation, pour notre économie, qui aujourd'hui sont en voie d'effondrement, de disparition totale. Et s'il n'y a plus d'abeilles, demain le risque c'est qu'il n'y ait plus d'hommes et de femmes. Dimitri Rangamapetchi, est-ce que cette liste conduite aujourd'hui dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, par François-Xavier Bellamy. Voilà, par les Républicains, est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que la Réunion n'est pas représentée? Ça vous pose un problème? C'est-à-dire qu'il y aura des problèmes pour mobiliser à la Réunion ou pas? Déjà, j'aimerais préciser que la liste que Républicain a voulu mettre en avant, c'est une liste de rassemblement. C'est-à-dire que c'est vrai que François-Xavier Bellamy est la tête de liste, mais derrière, il y a Agnès Evren, il y a Arnaud Danjean. C'est vraiment un trio que le parti a voulu mettre en avant, un trio de rassemblement qui incarne finalement l'ensemble des sensibilités de la droite et le centre. Il faut savoir aussi que M. Hervé Morin a rejoint notre liste dans le cadre des élections européennes. Signifie que voilà, qu'on est vraiment dans le cadre d'une reconstruction de la droite et du centre au niveau national. Il est vrai qu'au niveau local, on n'a pas de représentants au niveau pour ces élections européennes, mais néanmoins, je suis persuadé qu'à La Réunion, nous avons des hommes et des femmes de conviction, de droite, républicains, qui se retrouvent dans les valeurs d'un projet politique que le parti souhaite mettre en place. Finalement, on se rend compte qu'on a eu une volonté politique du gouvernement d'Emmanuel Macron de créer un duel entre progressistes et nationalistes. Et nous, on veut montrer chez le parti Les Républicains qu'on est une alternative. Que
le débat ne peut pas se réduire à de l'Europe ou de l'anti-Europe. Ça ne peut pas être comme ça. On doit mettre en place un projet fort pour l'Europe, un projet qui permette notamment à ce que la population puisse s'y retrouver. On va y revenir dans un instant. Jean-Philippe Payette, la question c'est d'abord, est-ce que vous, en tant que consultant, et puis vous avez une maîtrise donc de l'Europe et puis de la zone océanienne, est-ce que vous avez l'impression que les élus, les représentants du peuple maîtrisent la question européenne? Alors, j'allais réagir. Pour répondre très brutalement et très directement à votre question... Ils se retiendront. Oui. La réponse est non. Et d'ailleurs, l'échange qu'on vient d'avoir là l'illustre parfaitement. C'est-à-dire qu'on est dans un paradoxe fondamental là, de ce qu'est l'Europe, où au final, l'enjeu de l'élection au Parlement européen est un enjeu national. C'est-à-dire qu'on est en train d'enfermer la construction européenne dans des discussions de partis politiques au niveau national. Alors certes, très souvent, les partis politiques ont des projets européens, mais la dimension européenne de ces partis politiques, on est passé complètement à travers. Il y a eu des tentatives dans tous les partis politiques aujourd'hui, d'essayer d'avoir des représentants politiques d'autres pays. Le PS a essayé, les Républicains y ont pensé à un moment donné, la République En Marche y a pensé, et puis au final, ça a fait pchit. Et on se rend compte qu'on est enfermé aujourd'hui fondamentalement dans un débat qui est très franco-français en fait par rapport aux questions européennes, qu'on se pose la question, vous-même vous le faisiez au début, sur est-ce que ça va être un vote anti-Macron ? Alors qu'en fait, c'est des questions qui sont largement au-delà du cadre national et qu'on ne devrait pas réduire aux questions européennes. Et pourquoi ? Donc je reviens à votre question. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, en fait, les gens ne connaissent pas ce qu'est la réalité de l'Europe. C'est ce que j'allais dire. Il faut bien être conscient d'une chose. On ne peut communiquer que ce que les gens connaissent. Tout à fait. Et les gens ne connaissent pas la politique européenne. Absolument. Il faut être honnête. C'est même au-delà de ça. C'est non seulement ils ne connaissent pas la politique européenne, mais moi je considère qu'il y a aujourd'hui une forme de désinformation qui est entretenue par rapport au niveau de responsabilité à l'échelle de l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a l'habitude d'entendre que Bruxelles a décidé. Sauf qu'en fait, c'est une vaste mascarade, c'est un mensonge. Parce que Bruxelles, en réalité, c'est qui ? Dans le processus de décision au niveau communautaire, ceux qui décident, ce sont toujours les chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire les représentants des États. C'est-à-dire que c'est Emmanuel Macron ou le ministre français qui est assis autour de la table avec ses collègues des autres pays européens. Le fameux Conseil des ministres. C'est le fameux Conseil des ministres ou le Conseil, et c'est eux qui décident. C'est pas la Commission européenne. La Commission européenne n'a qu'un pouvoir de proposition des textes qui sont ensuite votés par les ministres ou le Premier ministre. Et le Parlement européen est associé dans certains cas. Mais c'est juste un pouvoir de codécision. Et donc derrière, lorsqu'une décision est prise au niveau européen, ce sont les États qui décident. Ce sont nos représentants. On est bien dans cette fédération dont parlait à un moment donné Nicolas Sarkozy. Il le voulait à un moment donné, alors que finalement, à un moment donné, on voulait aller vers l'Europe des régions. Oui. À l'époque, Victor Hugo, au XIXe siècle, parlait, lui, des États-Unis d'Europe. Oui. Finalement, on n'a jamais su ce qui vraiment... Même la Constitution... Parce qu'on n'a jamais eu de débat fondamentalement, et on le voit encore dans les discussions à l'occasion de ces élections au Parlement européen. On ne se pose pas la question de quelle Europe on veut. On est sur des discussions, non pas philosophiques, sur l'envie d'Europe qu'on a, parce qu'on voit bien dans tous les sondages qui sont réalisés, une large majorité des individus sont favorables à l'idée d'Europe. Les gens aujourd'hui adhèrent à l'idée d'Europe. Là où il y a divergence et opposition, c'est sur les modalités et sur le type d'Europe qu'on veut avoir. Est-ce que justement, au départ, avec le traité de Rome en 1957, ce projet a été porté par Schuman également, donc à un moment donné. Est-ce que c'est de ne pas avoir voulu créer un marché commun pour les États-Unis finalement, et non pas créer un marché européen? Non, en fait, pour les États-Unis, très certainement non. Parce qu'on voit bien que ce qui a donné... Le TAFTA n'est pas passé non plus, donc l'accord transatlantique n'est pas passé. Le TAFTA n'est pas passé, et puis c'était un autre contexte. Mais je veux dire, surtout fondamentalement, on a bien vu que les gagnants, entre guillemets, de cette mécanique-là, c'est d'abord les pays européens. On a démultiplié de manière considérable les échanges de biens et de services au niveau européen. Et je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, cette construction a d'abord été une construction économique. Mais pourquoi est-ce que ça a été une construction d'abord économique ? Parce que fondamentalement, en fait, les États, et n'oublions jamais que ça a été d'abord une volonté des États, donc des gouvernements.
Les États n'étaient prêts à faire que ça comme concession. On peut aller un peu plus loin parce qu'ils ont commencé sur l'acier et le charbon. Oui, mais on était fondamentalement sur des enjeux économiques. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord une volonté par rapport à des dimensions économiques fortes et on a souhaité construire là où en fait on savait que ça allait être le plus facile en réalité. On a fait le choix d'aller sur des secteurs où grosso modo on savait que les acteurs en présence allaient pousser. Et donc ça a été une espèce de choix de la facilité, entre guillemets. Et on le voit, entre 1957 et 1984, il n'y a que 6 pays. Oui, 82, oui. Oui, moi j'ai 84 parce que j'avais fait des études. La mise en œuvre, oui. La Grèce est arrivée plus ou moins à... 1980, la Grèce. Voilà, plus ou moins à ce moment-là. On voit qu'ils ont eu du mal. À partir de 84, ça va aller un peu plus vite. Alors, ils vont intégrer plus de pays. C'était une volonté. C'est-à-dire que, remettons-nous dans la perspective, l'Angleterre a tapé à la porte plusieurs fois. Le général de Gaulle a refusé l'entrée de l'Angleterre. Oui, parce que l'Angleterre était déjà dans le Commonwealth. Alors le Commonwealth, c'est autre chose. Voilà. Mais... Non, parce que l'Angleterre était déjà dedans. C'est pour ça que De Gaulle critiquait toujours ça. Oui, mais enfin, c'était surtout parce que fondamentalement, en fait, il n'avait pas envie de se retrouver avec un troisième joueur d'une taille aussi importante que lui et que l'Allemagne dans un jeu qu'il ne maîtrisait pas tout à fait. On était sur des logiques de rapport de force. Ouais. L'Europe, c'est d'abord ça. C'est une logique de rapport de force. Lorsque vous êtes dans un processus de décision ou de surcroît, comme c'est le cas aujourd'hui, les décisions se prennent de manière générale à l'unanimité, ça veut dire qu'en fait, un pays comme le Luxembourg a autant de poids dans le processus de décision qu'un grand pays comme l'Allemagne. Ouais. C'est ça la réalité. Et donc derrière, ça fonctionne comment? Ça fonctionne. D'autant que, historiquement parlant, le Benelux était là. C'est un pays fondateur. Voilà. Enfin, c'est un des pays fondateurs. Absolument. Voilà. Ouais. Donc on est sur des logiques de rapport de force. L'Europe, ce sont d'abord des rapports de force. Et donc dans les logiques de rapport de force, il y a toujours du donnant-donnant, des échanges, des marchandages, des compromis. Alors, la question, et là je vais vous poser la question à vous trois, est-ce que vous pensez, on a parlé des politiques d'abord, et c'est pas pour critiquer, mais je crois qu'il y a une chose qui est vraie. On a quand même l'impression que les politiques sont pas au fait des affaires européennes, si ce n'est qu'au niveau des fédères, parce que là il y a un budget, ils peuvent distribuer l'argent de l'Europe, mais est-ce qu'aujourd'hui l'Europe est vraiment... Souvent, Marine Le Pen du Rassemblement national dit que cet argent qui est donné à l'Europe, après qui revient à la France, aurait pu être directement distribué. Quel est l'intérêt, justement, et je vous pose à vous trois, quel est l'intérêt de l'Europe pour vous aujourd'hui? Pour rebondir sur l'intervention de M. Payette. Oui. Ouais. Enfin, pour nous, écologistes, il faut bien savoir que le problème n'est pas fondamentalement européen, le problème il est planétaire. C'est l'effondrement dont je vous parlais tout à l'heure, le réchauffement climatique par exemple. Ce ne sont pas que des problématiques européennes. Tout à l'heure, M. Ramoudou, vous parliez par exemple de la déforestation. Des terres agricoles comme ça qui sont conquises sur la forêt. Ça se passe où? Ça se passe essentiellement au Brésil, en Amazonie, où le nouveau président, qui est plutôt de droite extrême, Bolsonaro, il met en place des mesures pour qu'il n'y ait plus de limite dans la déforestation, dans le déboisement. Et du coup, forcément, comme le poumon de la planète, c'est l'Amazonie, c'est la forêt amazonienne, nous sommes touchés dans notre cœur, dans notre respiration, dans notre oxygène. Et c'est pour ça que nous, à Génération Écologie, et sur la liste Urgence Écologie, l'Europe, ces élections européennes, c'est une occasion d'aborder la question de l'Europe, effectivement, mais plus largement, c'est d'évoquer, de parler, de conscientiser les populations sur les problématiques écologistes. Je pense par exemple notamment aux jeunes qui se mobilisent les week-ends, par exemple, pour faire les grèves du climat, ces jeunes et ces moins jeunes, tous les personnes qui se mobilisent pour la sauvegarde de la biodiversité, c'est l'occasion aussi pour eux de s'exprimer au travers de ces élections européennes. Alors, ma question, Vincent Defaux, c'est dans ce cas-là, comme pour les écologistes, comment l'Europe peut intervenir, peut-être un outil, un moyen. Très concrètement, vous parliez tout à l'heure des fonds européens. Pourquoi pas modifier les fonds agricoles, par exemple, pour que les fonds agricoles de l'Europe soient attribués uniquement à des agriculteurs biologiques. Est-ce que l'Europe est obligée de subventionner de la monoculture ? Bien sûr, je pense à la canne à sucre ou je pense à la banane autrement. Est-ce que l'Europe est obligée de financer des élevages intensifs, industriels? Non. Ce que nous, écologistes, nous voulons, c'est revenir à une agriculture paysanne. Et l'Europe, oui, elle a son mot à dire là-dedans, pour aller revenir vers une agriculture, je dirais entre guillemets, de taille humaine et écologique.
Et aussi, pour continuer là-dessus, je crois que l'Europe a une grande marge de manœuvre, justement, dans toutes les productions industrielles ou agroalimentaires, et de leur donner plus, pour que on change d'échelle, et pour que ces produits soient le plus souvent biologiques, par exemple. Ça, c'est une des pistes, et l'Europe, elle a joué sa carte là-dedans. D'accord. Alors, Jean-Yves Payet voulait répondre à quelque chose que vous avez dit. Juste en réaction, parce que c'est effectivement très, très illustratif en fait de la question. On parle de politique agricole commune. Et aujourd'hui, moi je considère que quand on lit les orientations de la Commission européenne, je dis bien les textes de la Commission européenne, qui peu ou prou se recoupent avec les orientations du Conseil et du Parlement européen sur ces questions-là. On voit bien qu'aujourd'hui, l'Europe, en fait, est pour moi, dans ses déclarations, très en avance, en fait, sur ses prises de position par rapport à la protection de la biodiversité, par rapport, effectivement, à tout ce qui est lutte contre la déforestation, lutte contre les changements climatiques et tout. On a aujourd'hui, je pense, une prise de conscience très forte, à l'échelle européenne, dans les textes qui sont adoptés, de ce qu'il faudrait faire. La difficulté, c'est quoi? C'est que la mise en œuvre de ces textes appartient aux États. Et on le voit, vous parliez des fonds européens. Qui aujourd'hui est à la manœuvre sur les fonds européens? On a une philosophie générale qui est donnée par la Commission européenne, avec effectivement des axes prioritaires que l'Europe souhaite mettre en avant. La société de la connaissance, le développement durable et d'autres aspects de ce type-là, le social et la promotion des jeunes. Donc on a des axes prioritaires qui sont définis. Ensuite, ce sont les régions qui élaborent leurs projets et qui soumettent ces projets, entre guillemets, avec la manière dont ils ventilent. On va juste rappeler que Jean-Paul Virapoulet, Didier Robert et une partie de l'équipe de région étaient donc à Bruxelles il y a un an ou deux, déposer un mémorandum. Donc le projet de la Réunion, on ne sait pas ce qui va en sortir, mais c'est vrai que, soyons honnêtes, même si à l'article 349, la Réunion, avoir un projet au niveau européen, jusqu'à maintenant, on ne l'a pas vu, quoi. Non mais, parce qu'on ne l'a pas fait. Encore une fois, quand vous négociez les financements européens, c'est pas Bruxelles qui tient la plume, c'est nous. C'est nous qui décidons des arbitrages que nous faisons, c'est nous qui décidons si par exemple on va mettre 500 millions sur la route du littoral, ou si on met 500 millions sur la construction d'une école, ou si on met 500 millions sur l'agriculture biologique. C'est une décision qui nous appartient, c'est une décision qui est purement réunionnaise. Nous ne sommes pas dans le cadre des élections régionales ou même présidentielles, nous sommes dans le cadre des élections européennes pour aider les députés européens. Dans le cadre, sur l'utilisation des fonds européens. C'était le centre de la question, mais dans le cadre européen, pour rebondir sur ce que vous disiez, aujourd'hui, très clairement, le défi de ce à quoi sert le Parlement européen, c'est que dans la négociation qui est en cours en ce moment, il y a une proposition qui a été mise sur la table par la Commission européenne, qui grosso modo vise à réduire une partie des financements européens, notamment sur la politique régionale, et en particulier qui va impacter les régions ultrapériphériques si on reste sur la configuration actuelle, notamment de réduire la part de cofinancement qui est aujourd'hui prévue. C'est-à-dire, grosso modo, aujourd'hui, on est sur des cofinancements qui sont de l'ordre de 80 à 85% pour les régions ultrapériphériques. La Commission proposait de les réduire et de les descendre à 50% pour partie et à 70% pour d'autres. Une des batailles qui est menée actuellement par le Parlement européen, l'actuel, est de préserver les modes de fonctionnement qui existent pour les régions ultrapériphériques. Et je pense que nos élus, puisque j'espère qu'il y aura plusieurs élus réunionnais, puisqu'en l'occurrence sur les listes ce sont principalement des réunionnais, nos élus au Parlement européen continueront à mener cette bataille. Et donc, ils vont très directement impacter les orientations qui vont être mises en œuvre, non pas sur le fond, mais sur la forme, c'est-à-dire sur les modalités de mise en œuvre de ces financements européens. Mais sur le fond, fondamentalement, il n'y aura pas de changement. Ce ne sont pas les parlementaires européens ni l'Europe qui va décider de ce qu'on fait de l'argent de l'Europe à la Réunion. Ne nous trompons pas de bataille. Oui, enfin, je veux bien entendre qu'il faut qu'on garde 80-85%, sauf que aussi l'Europe, et c'est un des problèmes qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, s'est élargie avec la fin du bloc soviétique. On est passé à 27, enfin, avant c'était simplement un groupe de pays qui était à peu près homogène quand même, enfin, même si entre le Portugal et l'Allemagne il y avait une grande différence de niveau de vie, mais aujourd'hui, quand vous voyez la Bulgarie, la Roumanie, qui sont dans le même ensemble que la France, l'Italie et l'Allemagne, on n'est plus dans les mêmes sphères. Donc, ça veut dire aussi que les régions, enfin moi j'ai eu l'occasion d'aller en Bulgarie,
Bon, c'est un pays qui est pauvre. C'est des régions qui sont plus pauvres que les régions d'outre-mer françaises. Il faut bien comprendre. Mais de toute façon, on le sait, la création de l'euro a servi quand même à essayer de ramener les pays plus ou moins au même niveau. Et deuxièmement, ça devait financer l'entrée de ces pays. Et deuxièmement, si la bataille c'est d'avoir ou garder les mêmes montants, les mêmes fonds, moi je me pose des questions. Enfin, je me pose une question. Encore une fois, je reviens sur le principe de l'écologie. C'est-à-dire que des projets, de l'argent, oui, mais ces fonds doivent servir, alors non pas la transition écologique, parce qu'on n'en est plus là aujourd'hui. On en est à l'idée de résilience, c'est-à-dire s'adapter au changement climatique, changer d'économie, aller vers, donc, pour écologiser les politiques publiques et nos pratiques également. Donc ces fonds européens doivent servir à écologiser les Outre-mer et les RUP. Dimitri Rokamapichi, est-ce que le jeune futur candidat en politique a une idée de ce que l'Europe apporte comme moyen, de ce que a pu être fait à La Réunion avec des fonds européens? Oui. Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur les propos de mes interlocuteurs tout à l'heure. On parlait du fait qu'à un moment donné, l'Union européenne s'est construite sur le côté économique. On a voulu, à travers des marchés, à travers des alliances sur telle ou telle matière première, faire en sorte de créer l'Europe par l'économie. Aujourd'hui, chez Républicains, on a compris une chose essentielle, c'est que ce n'est pas seulement une Europe économique, c'est une Europe de civilisation. On veut redonner cette identité européenne. C'est comme ça qu'on va aussi donner envie à ces personnes de se retrouver dans ce que fait l'Union européenne. Et ce travail-là, c'est un travail qu'il faut faire au quotidien. Il faut sortir de ce discours où on a d'un côté les nationalistes qui veulent une Europe des nations et d'un autre côté une République en marche qui prône plus d'Europe qui n'a pas marché. Il faut aujourd'hui apporter une nouvelle vision de l'Europe, une Europe de civilisation, comprendre ce qu'est l'enjeu de l'Europe. Et c'est comme ça qu'on va réussir à motiver les peuples aussi, à donner envie aux pays de pouvoir construire vraiment une synergie au sein des pays européens pour faire que demain, nous sommes un bloc face aux États-Unis, face à la Chine, face à l'Inde. Nous sommes un bloc qui défend nos entreprises, nos emplois. C'est comme ça qu'on pourra avancer avec les différents pays européens. Après, au niveau de la Réunion, on entend tout à l'heure dire que c'est vrai qu'il y a un certain nombre la France met un certain nombre de moyens au sein de l'Union européenne qui est reversé par la suite à la Réunion. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, quand même, avec la construction de la route des Tamarins ou la nouvelle route du littoral, on voit quand même un peu l'utilisation de ces fonds européens. On voit concrètement pour les Réunionnais quel apport ça peut avoir sur le développement des infrastructures, des grandes infrastructures pour le développement de la Réunion demain. Après, je pense quand même qu'au niveau de la politique agricole commune, on en parlait tout à l'heure, on est dans une situation actuellement où il y a une volonté de réduire cette enveloppe, notamment pour la politique agricole commune. Chez Républicains, on veut tout faire avec nos députés européens pour garantir que cette enveloppe reste la même. Parce que les agriculteurs demain, on a besoin en Europe d'agriculteurs qui nourrissent les Européens, les Français et notamment les différents pays européens. Nous avons besoin quelque part d'avoir une Europe qui protège notre agriculture, notamment en développant aussi des voies nouvelles comme la bioéconomie, la bioagriculture, pour permettre justement que des nouvelles sources d'innovation puissent enrichir notre agriculture. Après, il est vrai qu'on est dans un débat qui a été recentré au niveau national. C'est une volonté des partis, de la République En Marche, une volonté du Front National, pour refaire un peu le marge à la présidentielle. Nous, chez Républicains, on veut mettre en avant ce projet européen. On veut parler d'Europe. Et cette Europe-là, on va la construire avec les personnes qui veulent vraiment qu'on parle d'Europe et les personnes qui ne veulent pas être réduites à un débat Front National en République En Marche. Je reviens sur la question que j'avais posée au début, mais est-ce que vous êtes conscient que finalement, cette Europe-là, elle est très mal connue, on ne sait pas trop bien comment elle fonctionne, il y a différents organes, comment elle fonctionne. Et là, le 26 mai à La Réunion, on va voter pour l'Europe, mais d'abord, on n'entend pas vraiment le débat autour de l'Europe. La classe politique locale n'est pas vraiment impliquée, si ce n'est que
pour La République En Marche, puisque Stéphane Bijoux a été choisi pour être sur cette liste à la 10e place. Il est sûr, apparemment, d'avoir un siège à Strasbourg. On a également la France Insoumise avec le sortant, Younous Omarjee, qui lui, apparemment, pourrait faire un troisième, donc est bien placé pour faire un troisième mandat. Julie Pontalba est sur la liste des partis communistes, bien placée, mais quand on regarde les sondages, on ne peut pas dire qu'elle a beaucoup de chances d'avoir un siège à Strasbourg, alors qu'il y a d'autres comme ça, mais au-delà de ça, on ne sent pas la classe politique impliquée. Mais j'ai une réaction, une double réaction. La première réaction, c'est on se plaint aujourd'hui, à juste titre, de ne pas savoir comment fonctionne l'Europe. Mais est-ce qu'on se pose cette question sur le fonctionnement des institutions françaises ? Est-ce qu'on considère... Je vais être méchant, Jean-Philippe Payette, je vais dire, mais ça aussi, j'ai l'impression que la classe politique réunionnaise, elle ne maîtrise pas non plus trop. On est d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on reproche aujourd'hui ce déficit de connaissances par rapport à l'Europe, alors qu'au final, on ne sait pas non plus très bien comment fonctionnent les institutions françaises. On reproche très souvent à l'Europe de ne pas être démocratique, alors que l'Europe aujourd'hui, dans le fonctionnement institutionnel, est plus démocratique que la France. Et pour la problématique, effectivement, de pourquoi est-ce qu'on ne parle pas autant d'Europe ? Mais encore une fois, moi, je reviens et je dis qu'il y a une vraie responsabilité de la part, d'abord à l'échelle territoriale, des acteurs, États et collectivités locales qui bénéficient aujourd'hui des financements européens. Quand vous voyez, par exemple, je ne sais pas moi, quand vous passez à côté d'un lycée, un lycée s'est construit à quasiment 85% par des financements européens. Le logo de la région, ou le collège, c'est pareil, je n'en veux pas à la région, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que c'est le principal opérateur aujourd'hui sur les financements européens. Mais le logo de la région va être énorme, et à côté, il va y avoir un petit logo Europe. Et dans l'imaginaire des gens, on va retenir que c'est un lycée qui a été construit par la région Réunion, ce qui est juste. C'est effectivement la compétence de la région Réunion. Mais on oublie de dire, ou en tout cas, on ne met pas suffisamment en avant le fait que c'est de l'argent de l'Europe. Et de surcroît, on continue, et moi je m'inscris en faux dans cette association-là, on continue à dire que c'est l'argent de la France qui est donné à l'Europe et qui revient ensuite à la Réunion. Sauf que c'est faux. Je veux dire, ça n'est pas un système de vase communicant qui fonctionne de cette manière-là. Cet argent est versé à l'Europe. L'Europe ensuite le ventile comme elle le veut, sur la base de décisions qui sont prises effectivement par les chefs d'État et de gouvernement et par le Parlement européen. Moi, je dis aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu l'argent de l'Europe à La Réunion, je ne suis pas sûr qu'il y aurait 50 lycées à La Réunion. Très concrètement, je regarde aujourd'hui les niveaux de développement qu'on a à Mayotte, qui n'ont pas bénéficié, et en Guyane, où on n'a pas bénéficié de l'argent de l'Europe. L'État français, parce que les Outre-mer, ça n'est pas sa priorité, n'a pas mis autant d'argent que ça dans les Outre-mer. Est-ce que s'il n'y avait pas eu d'Europe aujourd'hui et de financement européen à La Réunion, on serait avec un tel niveau de développement ? Vous me permettrez d'en douter. Oui, parce que c'est quelque chose qui est vrai aussi. Je veux dire que ce qui a suivi la décolonisation, on voyait qu'il y avait des ministres qui avaient des liens avec ce qu'on appelle le monde, l'espace ultramarin, et que les nouveaux arrivants n'avaient pas ces mêmes liens, n'avaient pas cette même façon de regarder les ultramarins. Et la question se pose, on l'a posée une fois, et c'est vrai que quand un ministre vous dit qu'il ne sait pas où se trouve la Réunion, on ne peut pas lui en vouloir non plus. Ou que la Guyane est une île. Ou que la Guyane est une île, absolument. Non mais oui, moi je comprends, M. Payette, la logique du rattrapage, voilà, les équipements. Mais aujourd'hui, c'est un discours qui est, je dirais, est déjà dépassé. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, moi, quand on voit la situation de l'urgence écologique, aujourd'hui, c'est quoi les risques ? C'est par exemple, on en parlait hier, le président de la République, justement, il parlait de la Guyane hier, qui est sur le continent, en Amazonie. Donc, aujourd'hui, c'est quoi ? Par exemple, c'est le projet de la montagne d'or, donc une mine d'or en Guyane, avec un vrai massacre, j'allais dire la tronçonneuse, dans cette forêt amazonienne française. Heureusement, la mobilisation, non seulement des Guyanais, notamment des Amérindiens, et des écologistes en général, est en train de faire reculer le gouvernement. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que la société civile, l'opinion émerge et réussit à faire avancer. Mais est-ce que l'Europe, justement, je prends le cas de la Guyane ou de la montagne d'or, est-ce que l'Europe, notamment, peut pas être
à faire valoir, je dirais encore mieux, en avant sur les questions écologiques. Tout à l'heure, on en parlait, pour justement faire en sorte que ces écocides, ces crimes contre l'environnement, ne soient plus possibles, aussi bien sur le continent que dans les régions ultra-périphériques. Avant d'arriver à cette étape, et je vais interrompre Jean-Philippe Payette, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, pour revenir à ce que disait Jean-Philippe Payette tout à l'heure, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas que les élus soient au fait c'est ce que déjà j'allais dire. de l'Europe? Est-ce qu'on peut imaginer, moi j'adhère parfaitement à votre discours, Monsieur Defoe, est-ce qu'on peut imaginer que sur la prochaine programmation des fonds structurels, donc 2021-2026, est-ce qu'on peut imaginer cette programmation qui se fera ici à La Réunion, avec nos élus ici à La Réunion, avec les collectivités locales réunionnaises? Est-ce qu'on peut imaginer que dans cette prochaine programmation, on fasse le vrai saut qu'il est indispensable de faire en faveur, effectivement, d'une nouvelle société qui soit décarbonée, qui soit effectivement orientée vers les énergies renouvelables, où derrière on aura plus de transports en commun, où effectivement on sera sur une agriculture plus vertueuse, avec des circuits courts. Est-ce qu'on peut... Ce défi et cette bataille, moi je la souhaite. Je la veux. Et ce que j'espère, c'est que nos élus et nos responsables politiques, demain, la balle est dans leur camp. Et on n'a pas besoin de Parlement européen. Ce sera très bien si on a des parlementaires européens de notre côté pour mener cette bataille. Mais on peut déjà, nous, prendre la décision à notre niveau, au niveau de nos acteurs politiques et de nos responsables politiques, de changer les choses. Enfin, encore une fois, ce sera plus aux élections régionales que nous aurons l'occasion de parler de ces questions-là. Et déjà au niveau municipal. Mais l'idée d'Europe et le rôle de l'Europe, et le fait que c'est un marqueur pour pouvoir faire bouger les choses. Et encore une fois, là, il est important de dire aux gens que les financements européens, parce que c'est d'abord ça dont on parle, mais il y a tout le reste derrière, il y a un certain nombre d'outils, la politique agricole commune, effectivement, les questions commerciales, vous en parliez, les accords de partenariat économique et autres, il y a tous ces éléments-là qui sont aujourd'hui des outils à notre disposition. Oui, mais justement, si les élus, quelques élus, notamment ceux qui sont à la région notamment, ou au département, ils sont au courant de ces dossiers parce que ils sont chargés de l'Europe, ils travaillent avec les services de l'État et de l'Europe également, donc à Bruxelles. Mais pour le commun des mortels, j'allais dire, pour le fameux citoyen lambda, ou le réunionnais lambda, il n'a jamais affaire quasiment à l'Europe, cette personne-là. Son dossier, il va justement dans les services d'une collectivité. Le lycée qui se construit, mais il n'est pas allé voir, il n'est pas allé déposer son bulletin d'inscription à Bruxelles. Justement. Non, et justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe, et on va revenir, c'est très important ce que je vais dire. L'Europe, elle est donc, c'est une certaine caste en fait qui maîtrise, enfin je dénigre personne, mais qui maîtrise le fonctionnement. Il faut avoir, j'allais dire, un diplôme d'ingénieur européen pour maîtriser le fonctionnement et pour le financement. Parce que, et qui c'est qui arrive finalement? C'est quelques élus qui ont bien bossé certains dossiers, et aussi beaucoup les lobbies. Mais on le voit. Les lobbies qui sont ultra présents à Bruxelles. Et vous savez très bien, il ne faut pas se cacher la face là-dessus. Les lobbies, c'est notamment les pétroliers, c'est les grands groupes industriels, c'est les puissants syndicats agricoles, c'est par exemple il y avait le Dieselgate, l'agroalimentaire aussi, le Dieselgate, ça c'est typiquement un lobby européen des constructeurs automobiles. Ça c'est une vision, je suis assez d'accord, mais c'est une vision qui en même temps est assez caricaturale. Les lobbies existent, non mais sérieusement, les lobbies existent aussi en France. Les lobbies sont omniprésents à l'Assemblée nationale. Contrairement à la France, l'Union européenne a mis en place un mécanisme de contrôle des lobbies. On a aujourd'hui des outils de surveillance des parlementaires. Ça n'existe pas en France. Je veux dire, on critique aujourd'hui le fonctionnement des institutions européennes en critiquant le rôle des lobbies, mais on a laissé pire se passer sur le territoire national français. Alors, il y a des lois qui ont été élaborées en France, mais globalement, nous, ce que nous demandons, c'est un peu comme à l'époque de la séparation de l'Église et de l'État, si vous vous souvenez, en 1905, c'est qu'aujourd'hui en Europe, les lobbies, vous me direz, oui, c'est pareil, il y a des règlements européens. La réalité, c'est que c'est eux quand même qui placent leurs hommes et leurs groupes, leurs influences en Europe, et que nous, ce que nous demandons à Urgence Écologie, c'est une séparation entre l'Europe et les lobbies, pour qu'il n'y ait pas de pantouflage, de relations, j'allais dire, incestueuses entre ceux qui défendent tel ou tel groupe et ensuite qui se retrouvent ou qui sont récupérés. Enfin, vous voyez, des mélanges des gens
qui est pas bon pour la démocratie. N'est-il pas mieux de choisir l'exemple américain, où finalement tout est les lobbies, La transparence, et oui. une transparence sur la façon de travailler des lobbies directement déjà, avec le au Congrès. niveau européen, Enfin, c'est déjà le cas. Hein. Oui, l'Amérique Ah, mais bien sûr. l'Amérique de Trump, c'est vraiment pas mon modèle. Et j'ai bien peur qu'avec ce qui se passe en Europe, avec l'émergence de la droite extrême, avec les Salvini et autres, on arrive à un modèle qui peu ou prou va ressembler à celui de Trump ou de Bolsonaro, comme on parlait tout à l'heure. Un des problèmes aussi, c'est que quand on parle d'Europe, on a tendance à avoir des bureaucrates dans des bureaux en train de faire la politique économique. Mais juste, Ça, c'est un des je vais juste sujets interrompre qui est Dimitri aussi, Ngambapati là-dessus. Regardez les salaires qu'on donne aux fonctionnaires à Bruxelles. Je veux dire, tout est fait quand même pour avoir des gens, comme pour les technocrates en France, qui travaillent dans tout ce qui est les ministères et gouvernements, c'est qu'ils sont bien payés et ils ne vont pas vraiment aller mettre en place des choses à l'encontre d'une stratégie économique. Et à Bruxelles, quand on parle de salaire, c'est ça, on n'a pas envie non plus d'aller contre ce système-là qui nourrit bien son homme et qui apporte des zones de confort magnifiques. Et pour revenir et pour rendre la parole à Dimitri Ngambapati, c'est que est-ce que justement, on parlait de l'Europe, mais c'est vrai également en France. Je veux dire, on ne maîtrise pas notre système institutionnel, on ne maîtrise pas le système institutionnel européen. Comment des futurs élus comme vous peuvent peser aujourd'hui sur ce système-là? Et quand on parle de lobby, on parle d'autre chose également. Mais comment vous pouvez vous faire entendre? Déjà, d'une part. Alors, quand on parle, on est en train de faire une élection actuellement, on entend les partis qui, visiblement, essaient de ramener ce débat au niveau national, sauf que demain, seuls les républicains peuvent dire dans quel parti européen ils vont siéger au Parlement européen. Le PPE, qui est le plus grand parti européen actuellement. Parti populaire européen. Ce qui signifie que demain, là, les députés LR auront possibilité, avec des alliances, avec des alliances amies au niveau de l'Europe, pouvoir influer justement sur les décisions du Parlement européen. Quand on envoie d'un côté la volonté du président actuel de créer, de dynamiter un petit peu comme il a fait créer un centre au niveau du Parlement européen, d'avoir un centre. Il essaye de faire ce qu'il a fait à l'élection présidentielle. On voit très bien qu'il se heurte à un mur. Parce que de toute façon, demain, là, quand on va aller au Parlement européen, ces députés qui vont être élus, il faut bien s'inscrire dans un des groupes pour pouvoir peser dans les débats. Et aujourd'hui, les Républicains sont le seul parti politique capable de pouvoir apporter cet élément pour pouvoir faire bouger les choses. Après, je parlais tout à l'heure du côté bureaucratique des institutions européennes. Je pense que demain, nous, une des propositions qu'on défend chez les Républicains, c'est qu'on veut que l'Europe puisse être une Europe de projet, pas une Europe de directive. On veut... Ces projets viennent de qui? De l'Europe? On veut que l'Europe... Ou de ses concitoyens? On veut que l'Europe, vis-à-vis par rapport aux problématiques de territoire, puisse demain porter un projet pour l'ensemble de l'Union européenne, par exemple. Normalement, on peut prendre un exemple pour les routes, notamment pour les transports. On aimerait demain voir l'Europe porter un projet global pour l'Europe. Et c'est comme ça que la population va aussi se retrouver dans cette institution-là. Vous pouvez pas dire ça. Enfin, je veux dire, c'est nier la réalité de ce qu'est l'Europe aujourd'hui. L'Europe, c'est d'abord une Europe de projet. On est en train d'essayer de vouloir continuer à propager une idée qui est fausse et qui est de faire croire que l'Europe édicte des directives. Qu'est-ce que c'est qu'une directive? Une directive, c'est un texte qui est négocié. Donc, il y a une base de travail, et je reviendrai là-dessus d'ailleurs, c'est important, une base de travail qui est proposée par la Commission européenne, qui est négociée entre la Commission européenne, le Conseil, c'est-à-dire les représentants des gouvernements, et le Parlement européen. Donc, un document est adopté. Et ensuite, donc un document qui est adopté par nos représentants, par les ministres ou le Premier ministre. Et ensuite, il est donné un temps à chaque État membre de transposer ces directives dans son droit national. C'est-à-dire qu'en général, il a 2 ou 3 ans pour adopter les lois en France pour transposer la directive. Je veux dire, c'est pas un diktat qui est posé par Bruxelles pour imposer les choses. Il faut arrêter de faire croire ça. Ça n'est pas Bruxelles qui définit les orientations qui sont données. Ce sont des décisions qui sont prises dans commun accord entre les États et donc nos représentants, des ministres, qui prennent ce type de décision et ensuite derrière c'est intégré dans le droit français par le biais de lois qui sont adoptées. Et je terminerai là-dessus sur la dimension de rôle de la population. Est-ce que les gens savent, manifestement non, que quasiment à chaque fois que tous les grands textes européens sont adoptés,
il y a une consultation populaire qui est mise en œuvre en ligne. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen européen, n'importe quel groupe politique ou n'importe quelle association de défense de l'environnement, bien évidemment, mais les lobbies, ce ne sont pas que des lobbies d'entreprise, ça peut être aussi des lobbies de protection de l'environnement. Greenpeace et les autres peuvent très bien aussi le faire et ils le font. Ils le font et ils le font très efficacement d'ailleurs. On l'a vu notamment en matière de pêche. La pêche industrielle, la pêche électrique. On l'a vu très récemment. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les outils existent. De telles procédures n'existent pas en France. Aujourd'hui, lorsqu'une loi française est votée, est-ce que vous avez une consultation populaire ? Non. Très rarement, marginalement, on commence à le faire. En Europe, c'est presque systématique. Est-ce que nous nous approprions ces espaces de discussion pour faire avancer nos idées ? Trop peu. Mais c'est aussi de la responsabilité de la société civile, et en particulier de la société civile à La Réunion, d'utiliser les outils qui sont à notre disposition. Mais on ne sait pas nécessairement comment ces choses fonctionnent. Dans ce cas, qu'attend l'Europe ? Enfin, moi j'ai une question concrète alors. Qu'attend l'Europe pour interdire le glyphosate, tous ces pesticides qui empoisonnent l'air, les nappes phréatiques, nos sols, et aussi qui touchent dans notre santé, qui nous touchent. C'est qui l'Europe ? Théoriquement, c'est vous, c'est nous. Non. Parlons concrètement. La prise de décision aujourd'hui, c'est qui l'Europe ? C'est la conférence intergouvernementale. Non, c'est le Conseil. Le Conseil, effectivement, ce que vous appelez la conférence intergouvernementale. Quelle a été les décisions se prennent à l'unanimité. Quelle a été la position de l'Europe, de la France ? Oui, la France, c'était la position du président Macron, c'est-à-dire on recule. Voilà. Et sauf que justement, l'idée c'est d'envoyer plus de députés écologistes, donc de l'urgence écologie à l'Assemblée européenne. Ça ne changera rien. Alors, ça veut dire dans ce cas, c'est pas la peine de voter. Mais non, c'est pas ça. C'est que là, vous posez le doigt sur un élément fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'Europe, le pouvoir, en réalité, appartient, et c'est triste, il n'y a pas de véritable équilibre des pouvoirs au niveau institutionnel. Le pouvoir appartient aux ministres et au Premier ministre. Et donc, effectivement, à cet organe intergouvernemental. Et il faut impérativement qu'on injecte beaucoup plus de décisions qui soient prises dans un processus où on associe le Parlement européen. Ça n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. Et là, je pense qu'effectivement, une des batailles qui doit être menée par le prochain Parlement européen, c'est de réformer les institutions de manière à ce que le Parlement, c'est-à-dire des gens que nous avons élus, ait un poids beaucoup plus grand dans les prises de décision. Aujourd'hui, ce sont encore une fois, et j'insiste là-dessus, ce sont les ministres français de l'agriculture, de l'économie, de l'environnement, belges, italiens, espagnols, ce sont eux qui décident pour nous. Et le processus démocratique là-dedans, parfois il passe à l'as parce que les arbitrages qui sont faits au niveau gouvernemental. Et après on dit c'est l'Europe. Je te donne un exemple très concret. Vous savez qu'il y a des bateaux dans le nord de l'océan Indien qui sont en train de racler. Mais quand je dis racler, c'est vraiment avec le chalut, ils prennent tout ce qui est au fond de l'océan. Bon, ce sont des thoniers, souvent espagnols. Je salue mes amis espagnols au passage, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, nous avons une solution. C'est vraiment pas une situation pour le mieux-disant écologique. Et l'Europe, là, elle se décrédibilise à l'occasion. Parce que vous avez des bateaux, des armements qui sont financés par l'Europe, et qui bénéficient des fonds européens et qui font un massacre écologique à côté de chez nous, là, au nord de l'océan Indien. Et je trouve ça... Mais c'est pour ça que vous voulez que... c'est l'image de l'Europe, finalement, ce bateau espagnol, ce tonnier espagnol qui est en train de racler le fond de l'océan Indien et en train de briser, de massacrer la biodiversité. Mais il le fait, quand il le fait sur cet espace maritime de l'océan Indien. Il est probablement ou dans un espace maritime qui est un des pays ACP. Donc dans le cadre d'une réglementation qui est un peu particulière. Ou il le fait dans l'espace maritime français. Celui des terres australes et antarctiques françaises, donc les îles du canal du Mozambique, ou celui de l'espace maritime de Mayotte. Dans ce cadre-là, on est en France. C'est la réglementation française qui est... Oui, mais justement... Quelle est la capacité aujourd'hui de l'État français de vérifier qu'effectivement les règles sont mises en œuvre ? Je veux dire, aujourd'hui, vous voyez, moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que l'Europe aujourd'hui n'est pas suffisamment présente sur ce genre de questions très pratiques. Sauf que on oublie que le bras armé de l'Europe, à ce niveau-là, et c'est pareil, quand je parlais tout à l'heure des directives, le bras armé de l'Europe, c'est l'État. Que fait l'État aujourd'hui pour empêcher ça ? Que fait l'État français aujourd'hui ? On a combien de bateaux de surveillance ? Lorsque ces bateaux espagnols vont ramener leur cargaison, qui contrôle ? Où est-ce qu'on contrôle ?
On ne le fait pas. Toujours est-il qu'ils ont ils Je suis d'accord. du financement européen. Ils ont bénéficié de financement européen. Et c'est en l'image de Espagne. l'Europe que les gens retiennent, que les Européens et que les Réunionnais retiennent. C'est-à-dire que voilà, l'Europe finance des bateaux pour racler l'océan Mais et vider la ressource. on n'est pas obligé de ne parler que des trains qui arrivent en retard. Et effectivement, ça, c'est les Mais effets d'habitude, on parle des négatifs. lycées construits par l'Europe. Tout à fait. Non, mais Ou la formation, le CFA. Je suis d'accord, c'est très bien. Je suis d'accord Mais sur le fait qu'il faut... moi, je pointe le doigt là où ça fait mal. Oui. Quelque chose à dire Je pense qu'au niveau européen aussi, il y a besoin de clarification. On doit refonder l'Europe, mais on doit aussi, d'un souci de clarté et de transparence pour la population, faire en sorte que demain, on puisse avoir... Aujourd'hui, on entend Bruxelles, on entend Strasbourg. Je pense que demain, toutes les institutions européennes doivent à un moment donné être réunies au même endroit. On ne peut pas se permettre qu'on ait une commission européenne à Bruxelles, un Parlement européen à Strasbourg. Ça crée une certaine illisibilité aussi pour la population. Et ce qu'on propose chez les Républicains, c'est vraiment que demain, la Commission européenne puisse être à nouveau, plutôt être à Strasbourg avec le Parlement. Alors, il nous reste un quart d'heure d'émission. Je vais vous poser cette question-là. Qu'est-ce qu'il faut dire à la population de la Réunion, il faut dire aux Réunionnais, pour les inciter à voter ou à ne pas voter, bien sûr, ce sera à vous de le dire, pour leur dire que cette Europe-là, c'est un espoir, c'est un avenir pour la Réunion ou les Réunionnais, ou ce n'est pas aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on doit dire aux Réunionnais pour leur faire comprendre ce que c'est l'Europe pour eux depuis, je veux dire, avant, aujourd'hui et demain? Qu'est-ce que vous leur direz, vous? Moi, je vais me lancer. Je vais leur dire que si aujourd'hui, ils ne vont pas voter, et c'est comme à chaque fois qu'il y a un vote en réalité, c'est donner le pouvoir à celui qui va voter. Très concrètement. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les Réunionnais ne vont pas participer à cette élection, c'est comme si, en fait, ils avaient les clés d'une voiture et qu'ils donnaient les clés de la voiture à quelqu'un d'autre et qu'ils le laissaient conduire. Ce type, si ça se trouve, il va être bourré et il va planter la voiture à un moment donné. Et on est exactement dans cette situation-là au niveau de l'Europe aujourd'hui. Je répète, vous êtes quand même conscient que l'Europe, c'est vraiment pas leur tasse de thé. Ils savent même pas où ça se trouve. Ils savent pas ce que ça prend comme décision dans leur vie de tous les jours. J'en suis conscient. C'est ça. J'en aussi suis la conscient. question. Mais encore une fois, voter, on leur donne la possibilité de voter aujourd'hui. C'est-à-dire que on leur propose de s'associer à un processus de décision et on s'est battu. Des gens avant nous se sont battus pour obtenir ce droit de vote. Aujourd'hui, démissionner en disant « je n'y vais pas parce que je ne comprends pas », c'est encore une fois, j'insiste, hein, c'est démissionner dans la possibilité qui vous est offerte de décider. Je veux dire, on parlait tout à l'heure effectivement de l'urgence écologique, et moi je partage votre point de vue. Je pense que ne pas aller voter, c'est effectivement abdiquer devant cette urgence écologique et considérer que, laisse un autre faire. Moi, je ne connais pas faire, moi. Je ne connais pas que son métier à faire. Et ça, c'est pas possible. Cette espèce de démission, ce manque de courage, on ne peut pas l'accepter. Et même si on ne comprend pas nécessairement tous les enjeux, mais il faut y aller. Je veux dire, est-ce que les gens, fondamentalement, lorsqu'ils vont voter pour l'élection de maire, ont compris parfaitement quels sont les enjeux de l'élection du maire? Est-ce qu'on sait quelle est la subtilité du fonctionnement d'une commune et du rôle de la commune dans l'intercommunalité? Non. On choisit d'aller effectivement apporter sa confiance à un individu qui va nous représenter et qui prendra en main les choses à un moment donné. Là, on a une opportunité qui est fantastique où il y a en plus de très nombreux Réunionnais qui sont présents sur les listes. Faisons en sorte qu'on ait des représentants réunionnais nombreux sur les listes qui pourront représenter demain les intérêts de l'outre-mer de manière générale, de la Réunion en particulier. Même question pour vous. Alors, tout simplement, moi, bien sûr, je vais demander aux électrices, aux électeurs d'outre-mer et de la Réunion en particulier de voter pour la liste Urgence Écologie le 26 mai. Mais je le dis tout de suite, je ne me fais pas d'illusions sur les pouvoirs, on l'a vu tout à l'heure, du Parlement européen. Parce que, effectivement, la réalité du pouvoir, c'est plutôt entre les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent ici ou là. Mais ceci dit, les élections européennes, c'est l'occasion pour les électrices, pour les électeurs, pour le peuple français, pour le peuple de la Réunion, de donner aussi son sentiment. Quelles sont ses urgences? Quelles sont ses motivations? Et aujourd'hui, ses préoccupations. Il y a eu par exemple la bataille, les événements des Gilets jaunes. Est-ce que ça aura un impact sur les élections européennes? On verra bientôt. Au final, il n'y a pas vraiment de liste Gilets jaunes d'ailleurs à ce scrutin. Mais nous, à Génération Écologie, et donc sur notre liste Urgence Écologie, nous voulons donner un nouveau sens à l'Union européenne depuis le Parlement européen. Donc nous espérons
qu'il y aura un maximum de députés de notre liste au Parlement européen pour que nous puissions, au Parlement, donc à l'Assemblée de Strasbourg, influer sur la politique européenne et lui donner une dimension écologique, c'est-à-dire défendre la biodiversité, se battre contre le réchauffement climatique et adapter nos sociétés donc à ce choc, à ce changement et proposer une nouvelle économie résiliente. Et pour l'outre-mer et pour la Réunion en particulier, c'est adapter un nouveau mode de vie, un nouveau mode de production basé par exemple sur l'agriculture biologique. C'est aussi faire face à des nouvelles problématiques comme par exemple les maladies émergentes. Aujourd'hui, on parle de la dengue qui touche nos foyers réunionnais, qui fait mal dans nos corps, dans notre chair. Demain, qu'est-ce qu'il y aura encore? Le Zika. Enfin, avec le réchauffement climatique, de nouvelles maladies, de nouveaux maux vont apparaître et qui vont nous toucher encore plus fort qu'aujourd'hui. Nous devons nous adapter. Et Urgence Écologie, nous proposons un chemin, donc justement pour être en phase avec ces nouvelles problématiques. Dimitri Ngarapetche. Oui, alors moi je vais revenir sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure. Effectivement, demain, les Réunionnais vont s'engager dans cette campagne des élections européennes. Il faut savoir, je le répète, qu'il faut aussi envoyer des députés qui auront des moyens d'action au sein du Parlement européen. Demain, lors de la recomposition politique au sein de l'hémicycle du Parlement européen, il faut quand même avoir une majorité pour pouvoir peser sur des décisions. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, il n'y a que les Républicains qui offrent cette garantie politique. Et c'est essentiel. On le voit dans toute institution, qu'on n'a pas de majorité pour nous permettre de faire passer des décisions, c'est compliqué. Autre part, j'aimerais mettre en avant le fait que il est essentiel pour les Réunionnais de s'engager dans ce combat européen parce qu'on a quelques grands défis d'avenir pour l'Europe en général. Que ce soit, on parle notamment aujourd'hui de l'organisation d'une défense au niveau européen pour protéger nos frontières. Je veux dire, on parle aussi du défi climatique qu'on doit défendre au niveau des pays. Parce que c'est un sujet qu'on ne peut pas résoudre avec un seul pays. C'est dans une concertation nationale, supranationale, qui va permettre notamment de pouvoir trouver des solutions d'action pour pouvoir avoir une convergence dans ce domaine-là. Autre part, je pense qu'aujourd'hui, quand même, au niveau des frontières, on a besoin d'une Europe qui soit forte. On a vu la crise migratoire qui a touché l'Europe ces dernières années. Nous, chez Républicains, on défend une double protection des frontières, c'est-à-dire au niveau national, mais aussi au niveau européen. Je veux que le territoire européen le parti souhaite que le territoire européen soit protégé, qu'on ne laisse pas n'importe qui non plus arriver sur le continent européen sans avoir cette volonté que cette personne-là veut s'intégrer à la civilisation européenne. Et ça, c'est un domaine, c'est une priorité politique pour les Républicains. Et je pense que la population se reconnaît là-dedans, dans cette priorité politique, parce que demain, on fait entrer des personnes qui ne sont pas en mesure de s'intégrer à l'environnement européen. Au final, c'est des prestations sociales qu'on donne à ces personnes-là qui ne sont pas forcément en adéquation avec nos idées, nos valeurs. Et je pense que la population demain, ils veulent voir une Europe qui protège les entreprises, qui protège les agriculteurs, qui protège la population. C'est ça l'objectif du projet des Républicains. Est-ce qu'il faut regretter que la classe politique réunionnaise ne s'implique pas dans cette élection parce qu'elle ne sait pas ça. Elle ne s'est pas impliquée. Bien sûr. Bien sûr qu'il faut le regretter. Vous disiez tout à l'heure que la population réunionnaise ne s'implique pas. Quand la classe politique ne s'implique pas, comment voulez-vous que la population réunionnaise s'y intéresse? C'est-à-dire que ceux qui sont censés éclairer la population sur les orientations à prendre au niveau des idées, au niveau effectivement du processus de décision et autres, s'ils ne jouent pas le jeu, comment vous voulez que la population, elle, s'implique? Il y a une vraie difficulté. Et derrière, il n'y a pas que, effectivement, aujourd'hui, la classe politique. Il y a également, de manière plus globale, la société civile, les acteurs économiques, les syndicats. Aujourd'hui, ils sont très peu présents. Moi, je suis attristé de voir que il n'y a plus aujourd'hui de lieu où effectivement les grandes idées qui concernent la société sont suffisamment mises en discussion et partagées. Ce que je trouve, pas dommage, mais quand on regarde, on fait un constat, pour les jeunes, l'Europe c'est Erasmus, pour les chefs d'entreprise c'est le FEDER, et pour tout ce qui concerne le social, c'est le FSE, donc c'est le Fonds social européen.
Au-delà de ça, on n'a pas trop envie de rentrer dans cette machinerie très complexe, y compris, surtout lorsqu'on a rajouté une constitution européenne, et ça vaut ce que ça vaut, et surtout quand on regarde ce qui se passe avec le Brexit actuellement, on y va pas, on a l'impression que c'est une valse à plusieurs temps, et un coup on avance, un coup on recule, un coup on avance, un coup on recule. C'est fait pour être un repoussoir ou c'est vraiment une structure qui est quand même encore jeune, puisqu'il date de 1957, qui essaye de trouver un petit peu son identité, qui essaye de mettre en place des mécanismes qui marchent vraiment. Est-ce que cette Europe-là, certains prédisent la fin de cette Europe, d'autres disent au contraire, elle se renforce. Et est-ce que c'est aussi une erreur que cette Europe repose sur 2 ou 3 individus? Souvent, c'est le moteur européen, le représentant français, le représentant allemand. Et lorsque ces personnes-là ne sont pas au mieux, on a l'impression que justement le moteur tousse. Un des éléments qu'il faut mettre aussi en avant, c'est que on a construit, aujourd'hui on a 28 États membres dans l'Union européenne. Vous comptez l'Angleterre alors? Toujours. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là pour l'instant. Okay. Moi, je pense qu'à un moment donné, là, il faut réfléchir à la question de l'élargissement des frontières à d'autres pays, notamment les pays des Balkans. Je pense que déjà, arriver à structurer les pays déjà membres, ça va permettre notamment d'apporter de la fluidité dans l'action de l'Union européenne, et après réfléchir éventuellement par la suite à un élargissement, notamment chez les Républicains, on doit abandonner l'idée... Ce que Dimitri Angarapetchi dit, c'est un petit peu une perte de souveraineté des États. Pour renforcer l'Europe, il faut que les États perdent un peu leur souveraineté. Non, je pense plutôt, notamment, je parlais de la France, pour avoir une France forte, on veut une France forte dans une Europe forte. Parce qu'au niveau mondial, si on n'est pas unis face à des grands pays comme les États-Unis, comme la Chine, on va se faire manger dans les pratiques commerciales. Donc, on a intérêt à avoir cette alliance des pays. Après, ça ne suffit pas non plus que ce n'est pas une perte de souveraineté. Je veux aussi que la France, demain, puisse avoir sa voix, retrouver une voix aussi au sein de l'Union européenne. C'est ça qui est important également. Il reste 5 minutes, vous avez 2 minutes chacun. Moi, je dirais simplement que, tout à l'heure, on a parlé de fonds européens. Tout ça, c'est très bien, ou ça peut être dangereux aussi d'ailleurs. Mais finalement, c'est que de l'argent. Et où est l'humain là-dedans? À mon sens, là, je parle vraiment en tant qu'individu et européen justement. Le vrai problème de l'Europe, c'est la question de l'identité. On n'a jamais parlé de ça. L'Europe, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire avec qui? On va faire avec où? On ne sait pas, parce qu'au début, c'était une union plutôt post-Deuxième Guerre mondiale, où il fallait reconstruire l'Europe de l'Ouest d'ailleurs. D'accord, il fallait travailler plutôt avec les Américains, renforcer le marché, c'était le marché commun. Ensuite, il y a eu l'effondrement du bloc soviétique. Et là, tout d'un coup, on a pris d'autres pays donc ex-communistes qui sont venus se rajouter à cet ensemble, et ça fait une espèce de mastodonte ingouvernable. Et en plus, des pays comme la Pologne, la Hongrie ou la République tchèque, ce sont des pays qui, pendant près de 50 ans, ont été sous l'emprise de Moscou. Et donc, il est pour eux hors de question d'être sous l'emprise de Bruxelles. Et donc c'est pour ça que en Europe de l'Est, par exemple, les partis nationalistes qui revendiquent la souveraineté de leur pays sont très en verve, sont très, très forts, parce que justement, eux, ils ont vécu sous le boisseau de l'Union soviétique, et ils ne veulent pas que ça se renouvelle avec Bruxelles. Et simplement, il faut prendre le temps, un jour, j'espère que ça ne va pas tarder d'ailleurs, de réfléchir sur l'identité européenne. À mon avis, c'est ça le problème. C'est comment on se définit par rapport à nous et par rapport au reste du monde en Europe. Monsieur Defoe, vous avez à la fois tort et malheureusement je pense que vous avez raison. Je pense que, vous disiez tout à l'heure, monsieur Rangamapetchi, ça n'existe pas la civilisation européenne. Bon, enfin, on pourra en reparler. C'est un vœu pieux peut-être. D'ailleurs. Non mais, alors, j'y viens. Moi je pense qu'aujourd'hui, si vous ne voulez pas d'Europe, posez-vous ce genre de questions. C'est-à-dire que c'est le meilleur moyen de faire que l'Europe n'existe pas. Parce qu'on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, l'Europe, avec tous les travers que vous avez mentionnés, continue à exister. C'est parce qu'en fait, cette espèce d'assemblage hétéroclite, de briques et de brocs, d'intérêts contradictoires et tout ça, machin, ça tient. Parce qu'au final, il y a un ensemble d'intérêts divergents qui se retrouvent et qui essayent de ramener la couverture à soi. Et c'est triste, hein, mais le truc tient comme ça depuis 50 ans, quoi. Et la parfaite illustration pour moi
de cette Europe qui, au final, comme disait Churchill, le moins pire des systèmes, entre guillemets. Il parlait de la démocratie, mais voilà, pour caricaturer Churchill, c'est qu'en fait, dedans, à quoi on est confronté ? Au fait que systématiquement, et vous le disiez très justement par rapport aux pays d'Europe de l'Est qui ont intégré l'Europe, eh bien, on est confronté à une réalité qui est que les États aujourd'hui ne veulent pas lâcher. On est fondamentalement dans une logique de pouvoir, et de pouvoir qui sont exercés par les États. Et on le voit. Et ce sont cette volonté des États de garder la main qui fait que l'Europe aujourd'hui se trouve tiraillée et a des difficultés à avancer. C'est parce qu'on refuse d'abandonner un morceau de souveraineté par là, on prétend vouloir être la grande Europe pour pouvoir s'imposer face à la Chine, aux États-Unis, parce qu'on est minuscule, mais en même temps, on veut être celui qui sera le bras armé de l'Europe dans cette Europe. Enfin, il y a de vraies contradictions, en fait, dans ces volontés. C'est l'Europe, de toute façon. Oui. On va pas changer ça. On en reste là parce qu'on arrive à la fin de cette émission. On a l'occasion d'y revenir. De toute façon, ça sera peut-être après les élections, mais en tout cas, on a vu que le débat, et en tout cas, on voit qu'on n'a pas la même vision de l'Europe entre ceux, comme Jean-Philippe Payette, qui maîtrise les arcanes, qui connaît, qui connaît le fonctionnement, et ceux qui, un peu comme les journalistes d'ailleurs, qui regarde un petit peu le fonctionnement dessus et qui surtout qui prend ce qu'on lui donne et qui va peut-être pas chercher malheureusement plus loin que ça. Il y a beaucoup de questions qui se posent, mais il y a une chose qui est vraie, qui a été dit, c'est que le 26 mai, c'est les élections européennes. Et là, je crois que, quelle que soit l'élection, je pense qu'il y a une chose qu'il faut qu'on fasse. C'est-à-dire qu'on sorte chez soi, qu'on aille voter. Qu'importe pour qui vous voulez voter, allez voter et montrez que vous êtes présent parce que l'Europe ne peut pas se faire sans vous. Et ça, je crois qu'on l'a entendu, l'Europe doit se faire avec tous ceux qui y sont, mais même s'il y a une chose qui est vraie, ceux qui ont le pouvoir ne vont pas le lâcher. Et ça, c'est pas seulement en Europe, c'est partout. Et en politique, malheureusement, c'est exacerbé. Donc, à vous de prendre votre décision. Merci donc Jean-Philippe Payette, consultant. Merci à Dimitri Rangamapetchi donc pour les Républicains, donc délégué dans la 7e circonscription. Et merci également à Vincent Defaux, donc de Génération Écologie. On rappelle que Delphine Batho, donc qui a été au gouvernement, ministre de l'Environnement, et qui aujourd'hui est sur la liste et qui est la patronne de ce parti politique en France. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce que nos invités vous ont dévoilé. Merci à vous pour votre fidélité. Merci Hélène, merci François, merci également à Marie-Sylvie. En tout cas, continuez bien votre soirée sur Télécréole. Bonsoir.